Voilà, ça enregistre. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir sur cet atelier, l'atelier de présentation du dictionnaire des francophones. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup Marie qui va animer cet atelier. Marie qui est collaboratrice au département des langues et de littérature romane de l'Université de Liège et qui a également collaboré, qui a fait partie de l'équipe de conception du dictionnaire des francophones qui a été développé par l'OIF l'année dernière. Merci beaucoup Marie d'être avec nous. Avec plaisir. Voilà, donc nous allons commencer ce petit atelier. N'hésitez surtout pas à utiliser l'option d'interaction de Zoom si vous avez une question à poser. Nous serons vraiment ravis de pouvoir y répondre durant la présentation. Voilà. Autrement, je vous invite à fermer vos micros pour qu'il n'y ait pas d'interférence durant la présentation. Voilà. Donc cet atelier est organisé et soutenu par le groupe Francophonie UK, donc les ambassades de Tunisie, de Belgique, de Suisse, de Monaco, du Canada et la direction générale du Québec au Royaume-Uni, ainsi que l'Institut français dont je fais partie. Voilà, je suis Romain Deveau, l'attaché de coopération pour le français. Je vous laisse la main maintenant, Marie. Merci beaucoup. Donc, je vais vous partager ma petite présentation. N'hésitez pas à poser des questions pendant, à intervenir, y compris via le chat. Voilà. Donc, je ne sais pas si je peux afficher ça en plein écran, si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Donc, le focus de cette petite heure qu'on va passer ensemble, c'est le tout nouveau dictionnaire des francophones. Donc, je vais vous présenter la ressource si vous ne la connaissez pas encore. Ça fait à peine 1 an qu'elle existe. Et puis, je vous donnerai des exemples de comment elle peut servir dans vos cours. Mon objectif n'est pas nécessairement de vous donner du prêt à l'emploi directement, mais plutôt de vous donner des pistes de ce que vous pourriez faire avec un dictionnaire comme celui-là. Donc, vous savez évidemment tous que le français est une langue mondiale, parlée sur tous les continents par un nombre plus ou moins important de personnes. Et évidemment, à partir du moment où le français est parlé partout dans le monde, il varie et c'est tout à fait normal, comme n'importe quelle autre langue, comme l'anglais, par exemple. Et si vous ne connaissez pas ceci, je vous renvoie aux Français de nos régions. C'est un projet qui vise notamment à développer des cartes comme celle-là, qui illustrent la variation, qui la donne à voir. Ça, c'est aussi très utile comme type de représentation. Alors, dans ce contexte où la langue varie, on peut avoir envie de situer précisément les variantes géographiques dans un lieu donné, et puis d'identifier les réseaux de lexèmes que les mots entretiennent les uns avec les autres dans ces différentes régions. Et donc, je vous donne l'exemple de chic. Chic, c'est du tabac mâché en France et en Europe de manière générale. Ça peut être un chewing-gum dans certaines régions de Belgique, ça peut être des bonbons dans d'autres régions de Belgique. C'est une puce en Afrique et au Québec. Et évidemment, à partir du moment où on a fait cette distinction, on constate que les gens qui, dans ma région Liège, disent chic pour bonbons, disent aussi bonbons pour biscuits, évidemment. Et donc là, on a un réseau de lexèmes, chic bonbon, qui n'est pas tout à fait le même que celui que chic et bonbon entretiennent en France, par exemple. Par ailleurs, si vous allez au Québec, vous verrez que biscuit désigne ce type de biscuit en général, et donc a une acception beaucoup plus étroite que l'acception de biscuit en Europe, dans laquelle biscuit désigne un grand nombre de biscuits divers et variés, dont le cookie. Mais donc, quand vous allez au Québec, un biscuit, ce sera ça, vraisemblablement. Donc, c'est ce lien entre la langue et les mots, et entre les mots entre eux, qui me paraît intéressant de montrer, et notamment à des apprenants. Alors, on n'a pas vraiment d'outils, ou on n'avait pas jusque-là, d'outils très précis pour faire ça.
Maintenant, on en a un, et c'est le dictionnaire des francophones. Alors, on n'a pas encore tout à fait accès à ces réseaux de Lexem bien définis, mais au moins, on a une idée de leur distribution dans l'espace francophone. Et c'est à ça que sert le dictionnaire des francophones. Alors, qu'est-ce que c'est le dictionnaire des francophones? Si j'arrive à faire avancer, voilà. C'est une nouvelle ressource qui a été lancée publiquement le 16 mars 2021. Et si vous avez raté le lancement, retenez cette phrase, qui est la phrase la plus importante qui a été prononcée à cette occasion, par Bernard Cerchilini, qui est le président du conseil scientifique, et qui a dit « Le français appartient à tous ceux qui le parlent sans souci et le font vivre », c'est-à-dire, entre autres, vous tous et vos apprenants, au même titre que les centaines de millions de francophones dans le monde. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont collaboré, vous retrouverez tout ça sur le site du dictionnaire, mais donc c'est une grosse équipe. C'est un projet institutionnel, donc initié par le ministère de la Culture français, placé sous l'égide d'un conseil scientifique pan-francophone et qui a bénéficié du soutien d'organisations francophones internationales comme l'OIF, TVSAC, etc. C'est un portail de ressources fondamentalement. Donc, le but du DDF, c'est de rassembler des ressources existantes, mais c'est aussi de permettre leur enrichissement par les utilisateurs. Les données sont partiellement ouvertes. Un certain nombre des données recueillies sont en accès libre, pas toutes malheureusement. Vous trouverez le dictionnaire des francophones sur une interface web, mais aussi sur une interface mobile. Donc, vous pouvez utiliser les téléphones de vos étudiants, de vos apprenants, s'ils n'ont pas nécessairement accès à un ordinateur. Alors, ce n'est pas un dictionnaire du français dans le monde, c'est le dictionnaire des francophones. Donc, c'est un dictionnaire général, incluant toutes les variétés de français partout dans le monde, tout registre confondu, dans une perspective descriptive, qui tient quand même à rendre compte de la pluralité des normes. Donc, vous avez des encarts qui vous disent si c'est conseillé, déconseillé, etc. Mais avec un focus très, très clair, dès le titre, sur les locuteurs. Le but, c'est que l'utilisateur soit au centre de l'objet. Conçu d'ailleurs ergonomiquement, avec des choix de couleurs et de boutons qui sont faits pour être le plus facile possible à utiliser par n'importe quel utilisateur, même non habitué à ce genre de ressources. Alors, c'est donc une ressource en ligne, libre, gratuite, qui est collaborative, enrichissement possible, je vais y revenir, qui est censé évoluer sans cesse. Et pour le moment, on est à la version 1, une version 2 arrive prochainement, puis il y aura une version 3, une version 4. Donc, c'est un outil toujours en cours d'amélioration. Donc, des choses qui paraissent pas tout à fait abouties pour le moment vont le devenir dans la suite et c'est fait pour. Je coupe juste des micros, pardon. Donc, c'est une ressource structurée, comme un dictionnaire professionnel, la plus précise possible, la plus inclusive possible, toutes les variétés de langues, quelles qu'elles soient. À terme, multimédia, ce n'est pas encore tout à fait le cas, je vous disais que ça évolue. Ce sera dans une version ultérieure, mais on devrait pouvoir ajouter les prononciations, par exemple, avec des fichiers audio. Et connecter sur différents supports possibles. L'objectif, c'est de donner à voir une photographie numérique de la langue française dans le monde, un instantané de sa diversité et de son évolution. Alors, 2-3 infos. C'est un dictionnaire qui ressemble à un dictionnaire, mais qui est hybride pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a des données structurées de type entrée dictionnaire traditionnelle et des espaces de discussion qui seront ajoutés dans les versions ultérieures. Et hybride pour une deuxième raison. Donc, je vous l'ai dit, il y a des ressources existantes, professionnelles ou non, mais qui préexistaient à l'outil et qui sont rassemblées dans le même modèle de données, et de l'enrichissement collaboratif possible. Donc, les utilisateurs peuvent ajouter des choses. Vous avez des lexèmes, des séquences figées et des morphèmes. C'est un peu le même principe que le dictionnaire à cet égard. Donc, c'est très, très large sur la nomenclature possible. Sur les données qui sont intégrables en entrée, c'est très, très large. Vous pouvez avoir des néologismes, des archaïsmes, des régionalismes, évidemment, parce que c'est l'objectif. Petite précision utile à la consultation, c'est une présentation de type homonymique, c'est-à-dire que vous avez une forme qui correspond à un sens. Donc, s'il y a, je vous montrerai des exemples plus tard, s'il y a pour faire 71 définitions,
vous allez avoir 71, alors vous allez faire, et puis les 71 définitions, mais donc vous n'allez pas avoir une définition avec point 1, point 2, point 3, comme dans un dictionnaire classique. Vous aurez autant de définitions, autant d'entrées qu'il y a de sens. Alors, je vous ai dit que les utilisateurs enrichissaient possiblement, ils ajoutent, ils ne modifient ni ne suppriment. Donc, contrairement au Wiktionnaire, par exemple, où on contribue de façon agrégative, c'est-à-dire qu'on travaille tous ensemble à la même définition, il n'y en aura qu'une à la fin, et on est censé trouver un consensus entre contributeurs, et on peut effacer ce que d'autres ont fait avant. Dans le dictionnaire des francophones, c'est une contribution de type additif, c'est-à-dire que vous ajoutez des informations à celles qui existent déjà, sans avoir le droit de modifier ou de supprimer ce qui existe déjà. Vous pouvez simplement modifier par après votre propre contribution, mais pas celle des autres. Et les définitions, quand il y en a beaucoup, peuvent être organisées par des relations les unes avec les autres. C'est aussi un point qui existe déjà, mais qui est encore en cours de développement. Alors, je vous ai dit que c'était un portail de ressources. Voilà les ressources qui ont été intégrées. Le Wiktionnaire qui est régulièrement pompé sur Internet pour être versé dans le dictionnaire des francophones, et puis un certain nombre d'autres dictionnaires professionnels, ceux-là, qui ont été intégrés, et c'est la particularité, dans un modèle de données commun, sauf si ça vous intéresse particulièrement, mais je ne vais pas vous parler du modèle de données RDF, mais l'idée, c'est que vous avez dans le DDF pas des ressources qui sont séparées les unes des autres, mais des ressources qui ont été, dont les données ont été extraites et modelées pour qu'elles puissent entrer dans la même base de données unique, et que ces données puissent donc être interopérables. Donc, vous pouvez mettre l'une à côté de l'autre, et c'est ce qui arrive en pratique, des données qui viennent de l'inventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire, par exemple, et des données du Wiktionnaire. Donc, si un mot est répertorié dans les deux, ben, vous allez avoir les définitions des deux qui apparaissent. Ce qui est possible parce que toutes les données de ces différentes ressources sont fusionnées dans le même modèle. Alors, en ce qui concerne le contenu, on vous affiche les données par région ou par pays, avec toujours une indication visible de la source, donc vous savez très exactement d'où ça vient. Et au moment de la contribution, le contributeur sera accompagné par un certain nombre d'encarts didactiques qui lui expliquent quel type d'information linguistique il doit ajouter. Alors, ce qui est donné comme info géographique, c'est la région, le pays, mais vous avez aussi une couleur, et la couleur vous indique le continent sur lequel la région en question se trouve. Donc, jaune pour l'Afrique, rose pour l'Europe, turquoise pour l'Amérique du Nord, orange pour l'Amérique du Sud et des Antilles, noir pour l'Asie, l'Océanie, donc la Nouvelle-Calédonie essentiellement, gris pour le monde francophone dans son ensemble, et violet si certains continents sont concernés, mais pas tous. Alors, précision utile sur le monde francophone dans son ensemble, c'est en gris quand on suppose que le terme et le lexème et son sens sont partagés par les francophones du monde. Alors, attention toutefois, il y a un petit biais qui est que les données du Wiktionnaire, qui ne sont pas nécessairement toujours super bien catégorisées en termes géographiques, quand il n'y a pas d'indication géographique, sont versées dans le monde francophone, par défaut. Ce qui est donc pas nécessairement tout à fait vrai. Donc, tout le reste est complètement fiable. Le gris monde francophone, un tout petit peu moins. Donc, on ne peut pas être tout à fait sûr que ce lexique partagé l'est vraiment tout à fait. Donc, cette précaution mise à part, les indications géographiques sont les plus fiables possibles, mais on dépend de la source du départ, évidemment. Alors, l'enrichissement collaboratif, c'est là que c'est très nouveau, parce que donc on a plein de dictionnaires professionnels qui existent. On a le Wiktionnaire qui est le meilleur dictionnaire collaboratif possible, ou existant à l'heure actuelle en tout cas. Et là où le DDF fonctionne un petit peu différemment des autres, c'est que c'est un dictionnaire qui rassemble des sources scientifiques, mais qui permet à des locuteurs, qui veut, n'importe qui,
d'ajouter du contenu. Donc, pas de modifier, pas de supprimer, mais d'ajouter, de préciser des contenus. Alors, ça se fait et ça se fera, lancement public le 16 mars, normalement, du formulaire de contribution complet. Vous pouvez déjà ajouter des choses, mais le formulaire arrive bientôt. Le formulaire est censé assurer une certaine forme d'homogénéité dans les informations qu'on donne. Parce que si vous contribuez à Wikipédia, par exemple, à Wikipédia, l'encyclopédie ou au Wiktionnaire, il y a des lignes directrices sur la manière de contribuer, mais il n'y a pas de formulaire. Donc, en théorie, vous pouvez faire ce que vous voulez comme vous voulez. Alors, il y a une phase de validation, et sur Wikipédia, ils sont très, très réactifs, sur le Wiktionnaire, un tout petit peu moins. Donc, si vous écrivez n'importe quoi sur Wikipédia, ça va durer une journée, et puis ce sera supprimé. Mais le problème de Wikipédia du Wiktionnaire, c'est une certaine forme d'hétérogénéité dans les contributions, puisqu'il n'y a pas de ligne directrice claire. Le fait qu'il y ait ici un formulaire de contribution va assurer que la structure des articles est la même pour tout le monde. Ce formulaire a été conçu par des linguistes et des lexicographes pour accompagner autant que possible les contributeurs. Et a posteriori, un groupe de relecteurs est en train de se mettre en place pour valider les contributions et signaler des abus, sachant que l'utilisateur lambda peut aussi signaler des abus ou valider. S'il estime que ça correspond à son usage, il est d'accord, il est content, il peut le dire. Donc, le formulaire complet, dont je vais vous montrer un tout petit bout aujourd'hui de la version test, mais a priori, il sera complètement disponible de la semaine prochaine. Alors, les enjeux de ce type de ressources, c'est évidemment d'avoir des données valides, correctes, qui fonctionnent. Et c'est une description pour francophones qui est adaptée aux attentes de chacun, donc les Québécois, les Français hexagonaux et les profs de français à l'étranger. Donc, on a essayé de satisfaire un peu tous les publics, en espérant qu'on y est arrivé. Ce sera à vous de me le dire. Et puisqu'il y a une dimension collaborative, l'enjeu, c'est aussi la participation d'un public large. Donc, si on n'a pas de contributeurs, ça va marcher moins bien, évidemment. Mais donc, on compte sur le fait que la communauté des francophones, des francophiles et pourquoi pas des apprenants soit active dans ce type d'outils. Donc, en bref, tout ceci pour vous dire que le dictionnaire des francophones, c'est un objet lexicographique neuf, voire innovant. C'est le premier dans son genre. C'est une ressource qui est appelée à évoluer et elle est conçue comme ça. C'est le premier vrai Wiktionnaire mis à part, dictionnaire pan-francophone complètement inclusif, donc un dictionnaire qui a une visée vraiment généraliste. Le but, c'est de décrire le français dans toute sa diversité. C'est une base de données structurée qui met en relation des ressources existantes. Elle permet l'enrichissement collaboratif et elle accompagne les utilisateurs et les contributeurs autant que possible, c'est en tout cas la volonté. Alors, à vous maintenant. Je voudrais votre avis sur ces questions. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Voilà. Et allez se faire voir chez les Grecs, c'est pour après. Voilà. Donc, tout le monde a le lien. Si vous vous connectez, je lance la machine et j'attends vos 2, 3 mots. Ce que la francophonie vous évoque. Ah, on entre en force, très bien. Vous pouvez les mettre les uns à la suite des autres. Hein. Envoyer 3 réponses différentes. Diversité, variété, culture. C'est intéressant en soi, on est d'accord.
monde, opportunité, c'est bien, opportunité. C'est plein d'espoir, ça, opportunité. Voyage, ouais, c'est l'occasion. Et ça, c'est une dimension sur laquelle je vais revenir, le fait que vos apprenants potentiellement voyagent et que donc l'approche que vous pouvez avoir de la francophonie peut être tout à fait euh, pragmatique, c'est-à-dire s'ils sont amenés à bouger, à quel type d'usage vont-ils être confrontés, ça fait aussi partie de l'intérêt d'aborder la francophonie avec eux. Ouverture, curiosité, rencontre de gens, donc plutôt que la francophonie, les francophones du monde. On a une petite question, Oui, Marie, de Colline, merci beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, hein, bien sûr, on y oui. répondra au fil de l'eau. Que fait-on des mots en anglais qu'on utilise en français? Est-ce qu'on peut les entrer dans le dictionnaire? Alors, oui, on peut. Donc, il n'y a pas de, il n'y a pas de restriction dans la mesure où c'est un dictionnaire complètement inclusif, le plus large possible et descriptif. Donc, si vous avez des anglicismes utilisés en français, why not? Allez-y, c'est très bien. Ce qu'on essaye de faire, par contre, et je vous parlais de pluralité des normes, c'est d'indiquer, autant que faire se peut, et ça sera possible dans le formulaire de contribution, si l'usage de ce type de mot est bien vu ou pas. Donc, en Europe, ça passe assez bien. Il y a un certain nombre d'anglicismes qui passent très, très bien. Au Québec, ça passe beaucoup moins bien, par exemple. Et donc, ça peut valoir la peine d'indiquer à un locuteur anglophone, par exemple, qu'il peut utiliser des choses en français qui vont fonctionner en Europe, mais que les mêmes mots vont être beaucoup plus mal vus ou beaucoup moins appréciés au Québec. Et donc, ça, c'est vraiment la volonté du dictionnaire, non pas de prescrire, non pas de garder un seul usage et de dire c'est celui-là le bon, mais d'informer autant que possible sur les usages. Donc, s'il y a des choses qui sont moins bien vues d'un côté que de l'autre, ça vaut la peine de le dire. Mais sinon, avec plaisir, encoder des anglicismes, ils sont les bienvenus, pour autant évidemment qu'ils soient utilisés dans des phrases en français et idéalement attestés. Donc, si vous trouvez un bel exemple authentique de l'utilisation de ces mots-là dans des phrases en français, avec plaisir. OK, donc diversité a l'air de ressortir. C'est bien, la diversité. Ça, il y a plein de choses intéressantes là. Merci. Alors, deuxième question. Est-ce que vous abordez la variation dans l'espace, dans vos cours, souvent, jamais, parfois ou régulièrement? Dites-moi un peu. Oui, j'ai tout un cours là-dessus. Magnifique. OK. Si vous en voulez les détails, mais je Ben, laisse les autres contribuer. on aura l'occasion d'en parler, je pense. Oui, oui. Alors, c'est très partagé pour le moment. Est-ce qu'on peut peut-être, Marie, clarifier la définition du terme diatopique? Je sais Donc, pas dans si... l'espace. Voilà, merci. Tout ce qui est variation du français dans le monde, de manière générale. Les différences entre la France, le Québec, la Suisse, le Sénégal, le Cameroun. Donc, régulièrement, c'est à intervalles réguliers, sans que ça ne soit nécessairement ni souvent, ni parfois. Au moins une fois par an, c'est régulièrement, mais c'est ni tout à fait souvent, ni vraiment parfois.
OK, donc on est quand même assez dans du parfois, si je vois bien. C'est pas mal réparti. Je vous laisse encore 1 ou 2 minutes. Oui, oui, c'est ça. Sur le lien que vous avez dans le chat aussi. On est dans parfois. OK, on reste sur cette idée de parfois. Alors, du coup, ma question suivante, est-ce que vous voudriez l'intégrer plus? Si on considère qu'au vu des avis exprimés, on est dans plutôt parfois, est-ce que vous voudriez en parler plus? Et si oui ou si non, pourquoi? Pourquoi ça vous semble intéressant, pertinent, fascinant? Pourquoi vous voudriez en parler ou pas? A-t-on la possibilité de voir les réponses, Marie? Elles doivent s'afficher en principe. D'accord, très bien. Je compte beaucoup sur le fait qu'elles s'affichent. Je Voilà. ne crois pas. De mon côté, je vois juste la possibilité de répondre et je n'ai pas l'affichage des... Moi Non, mais aussi. je vous le montre. Donc, si vous regardez mon écran à moi, normalement, Alors, ce que je partage, c'est l'écran avec les réponses. on est sur Le la PowerPoint. présentation de PowerPoint, là. Ah, zut, depuis le début, mais il fallait me dire ça. Alors, on va faire ça. Oui, ça, si vous voyez rien de ce qui se passe depuis le début, c'est un peu embêtant, évidemment. Hein. Donc, on va faire ça. Voilà. Là, vous voyez ce qui se Ah, passe. super. Merci beaucoup. Je vous remontrerai ce que vous avez raté dans les 2 écrans précédents. Là. Je peux les réafficher, je pense. Donc, décoloniser. Problème de temps, c'est souvent la raison invoquée pour ne pas faire un certain nombre de choses dans l'enseignement. Élargir les horizons. Utiliser TP5. Décentrer le regard, c'est intéressant aussi. Changer de perspective. Et ça intéresse les étudiants, c'est encore mieux. J'aurais bien aimé avoir... Non, il faut que je fasse comme ça. Non, c'est pas ça que je veux. Pardon. Ça, c'est l'écran que vous avez loupé tout à l'heure. Je vais aller chercher celui-là. Voilà. J'aimerais bien afficher la suite. Non, c'est rien. OK. Merci. Alors, je vous remontre le nuage de mots que vous avez loupé tout à l'heure. Voilà. Et 2 dernières micro-questions. La première, est-ce que le dictionnaire, vous l'utilisez? Souvent, jamais, parfois ou régulièrement. J'aurais préféré dire pas encore. Pas encore, d'accord. Soyons positifs et optimistes. Exactement. Pour le moment, jamais, mais demain, on ne sait pas. OK. Donc, il y a quand même pas mal de jamais. Intéressant. Donc, j'espère que je vais vous donner des idées pour le faire. Du coup, c'est l'objectif.
Et alors, la question suivante, et c'est la dernière, comment et pourquoi l'utilisez-vous ou pourquoi l'utiliseriez-vous si vous ne l'utilisez jamais? Est-ce que ça vous semblerait intéressant? Pourquoi? Qu'est-ce que vous en feriez bien? C'est ça la question. Comment est-ce que vous pourriez l'utiliser si vous ne l'utilisez pas encore, ou bien comment est-ce que vous l'utilisez si vous l'utilisez déjà? Dites-moi. Là va être tout l'intérêt de notre bel atelier, justement, Tout de à donner fait. plein d'idées pour utiliser ce dictionnaire des francophones. C'est le but. À ce sujet, je reviens peut-être sur une question, si vous me permettez, Marie. Oui. Une question de Christopher qui demande à quel moment est-ce qu'on utilise donc un F majuscule, un F minuscule, et pourquoi est-ce qu'ici on a un F minuscule sur le dictionnaire des francophones. Donc, la différence entre les deux, quand vous utilisez francophone ou francophonie avec une minuscule, c'est l'ensemble des gens qui parlent français. Sans aucune structure derrière, c'est simplement, donc si on compte les francophones dans le monde avec un petit f, c'est l'ensemble de tous les gens dans le monde qui parlent français. Alors, à savoir qui on compte dans les francophones ou pas, est-ce que nous tous qui sommes là et qui parlons français ensemble sommes francophones ou pas? Qu'est-ce qu'il faut pour être francophone? Et ça pose des tas de problèmes de définition, mais au niveau le plus basique, et si on ne se pose pas trop de questions, les francophones avec un petit f, c'est tous ceux qui parlent français. À partir du moment où on parle de francophonie avec un grand F, en général, on désigne l'Organisation internationale de la francophonie, et c'est l'organisation politique, culturelle, économique qui rassemble les pays dans lesquels on parle français et les pays intéressés par une collaboration avec des pays où on parle français. Donc, dans l'EIF, vous avez comme membre observateur la Roumanie, par exemple, qui rassemble un certain nombre de francophones, mais où le français n'est pas une langue officielle, mais qui est intéressé, pour des raisons assez évidentes, par des partenariats économiques, culturels, politiques avec des pays francophones. Donc, le dictionnaire des francophones, il s'adresse à tous ceux qui parlent français. Et il est indépendant de l'Organisation internationale de la francophonie, même si cette organisation politique, culturelle, économique soutient le projet. Merci. Donc, de rien. Donc, dans des cours de traduction, pour donner de l'indépendance aux apprenants, pour être capable de lire des textes, parce qu'on fait de la sociolinguistique, c'est une excellente raison, évidemment, pour souligner la diversité. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Pour permettre aux apprenants d'utiliser un dictionnaire, de comprendre comment ça fonctionne, c'est quand même utile. Dans des exercices, pour des colocations, hein, c'est intéressant parce que je vais avoir l'occasion d'y revenir aux séquences figées. Merci, tous ceux qui voulaient contribuer l'ont fait, j'espère. Alors si oui, je vais arrêter le partage de ça et revenir au PowerPoint. Merci pour votre contribution, donc. Ça me permet aussi de voir à quel type de public j'ai affaire, moi c'est bien. Et je pense que la suite correspond à ce que je viens de lire, donc c'est pas mal. Pourquoi intégrer la variation? Et est-ce qu'on intègre en général la variation de l'enseignement du français? Ben oui, en fait, pardon, ça fait très longtemps qu'on est conscient que c'est une bonne idée. Et qu'ouvrir la porte à la variation, ça peut permettre d'enrichir le cours. Par contre, ça fait longtemps qu'on pense, ou que les scientifiques pensent que c'est une bonne idée. Dans l'application concrète dans les cours, on n'y est pas encore tout à fait, notamment parce qu'on manque parfois de ressources, et donc le DDF comble le manque, on espère. Et en général, on se concentre sur la variation dans la société, sur la variation de registre,
et pas du tout sur la variation géographique. Donc là, l'idée du DDF, c'est de focaliser sur la variation géographique. Elle est au premier plan, c'est le principe d'organisation des données. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant pour lire des textes authentiques. On a parlé de poèmes et de littérature. Si on veut lire un texte qui n'a pas été écrit pour des apprenants, ça peut avoir un intérêt de comprendre les mots qui se trouvent dedans, surtout si ces mots viennent d'ailleurs, ne sont pas franco-français, disons, pour faire simple. Ça peut être intéressant pour de la réception, essentiellement. Donc, si vous parlez un français standard parisien, toujours pour faire simple, on vous comprendra à peu près partout. Par contre, vous risquez de ne pas comprendre ce qu'on vous raconte, ici ou ailleurs, et plus vous êtes loin de Paris, moins vous allez comprendre ce qu'on vous raconte. Donc, ça a un vrai intérêt, y compris pour l'enseignement pur de la langue, hors de tout cadre sociolinguistique, de préparer des apprenants à comprendre ce qu'on leur raconte ailleurs s'ils sont amenés à voyager. Ça étend la gamme de leurs possibilités lexicales. Et puis, dans une perspective plus sociolinguistique, ça leur permet de comprendre les principes de base du fonctionnement de toute langue, y compris la leur, l'anglais dans votre cas certainement, parce que l'anglais aussi varie dans le monde, évidemment. Et dans des situations plus d'intégration, ça vous concerne un tout petit peu moins, quoique. Donc, pour des cours de français langue étrangère, français langue d'intégration dans un contexte francophone, c'est évidemment intéressant parce qu'on explique aux apprenants, on aide les apprenants à s'intégrer dans la communauté francophone dans laquelle ils s'installent. Donc, enseigner le français parisien à Québec, ça n'a pas vraiment de sens. On l'a fait longtemps, mais heureusement, on est passé à quelque chose qui va beaucoup plus dans le sens de l'intégration dans la société québécoise. Mais par contre, ça peut avoir un intérêt, y compris dans le contexte du Royaume-Uni, pour des apprenants de français qui seraient des apprenants avec le français comme langue seconde, qui seraient des apprenants de français, le cas échéant, maghrébins ou de l'Afrique subsaharienne, qui ont le français en héritage d'une manière ou d'une autre, et qui, dans des cours de français structurés, pourraient être amenés à utiliser leur variante. Et dans ce cas-là, c'est intéressant de valoriser leurs variantes, puisque ce sont des choses qu'ils savent déjà, en fait, qui ne correspondent pas nécessairement aux standards du petit Robert, mais qui fonctionnent très très bien dans des contextes natifs. Voilà. Alors, pourquoi? OK. Comment? Alors, comment, ce n'est pas évident, parce qu'on manque de temps, certes, mais aussi parce que l'objet est difficile à cerner. La variation du français, c'est un réseau de variétés qui s'entrecroisent. Et donc, vous pouvez avoir des phénomènes qui recouvrent à la fois des variétés locales et des variétés de registre. Donc, ce qui est utilisé ailleurs qu'en France, ça peut être plus ou moins familier. Donc, vous avez chaque fois au moins ces deux niveaux de variation-là qui se juxtaposent. Et j'attire votre attention sur le fait que, compte tenu des ressources intégrées, dans le Wiktionnaire, vous avez toutes sortes de registres. Et particulièrement dans l'inventaire des particularités francophones en Afrique noire, il y avait énormément de termes vulgaires ou familiers qui ont été intégrés. Donc, j'ai pris la version soft, allez se faire voir chez les Grecs. Il y a des versions moins soft, il y a des expressions beaucoup plus crues, beaucoup plus directes et beaucoup plus claires. Ça fait aussi partie de l'usage. Donc, c'est dans le dictionnaire, c'est dans le DDF. Et ça ne se retrouvera pas dans le Robert, évidemment. Donc, préparez vos apprenants éventuellement à se confronter à des expressions crues, triviales, parce que tout est dedans et c'était l'objectif. J'attire aussi votre attention sur la tentation extrême auquel beaucoup cèdent de mélanger. Et donc, par exemple, je suis personnellement assez opposée à des idées du type dictée des francophones, où on agglomère des tas de mots qui viennent d'ailleurs, parce que ça ne représente pas un usage qui existe. C'est-à-dire, il y a des francophones au Canada qui parlent d'une manière, il y a des francophones en Belgique qui parlent d'une autre manière,
Et s'ils se croisent, il va y avoir des chevauchements, il va y avoir du français de Belgique qui se mélange un peu à du français canadien, mais personne ne va faire une phrase avec les deux en même temps. Donc, ça vaut la peine de situer, en tout cas, très clairement. Et un collègue congolais, par exemple, m'expliquait qu'au Congo, on leur a dit, ben voilà, il y a 70 et 70, 70 étant l'usage belge, et le Congo est une ancienne colonie belge, donc... Et donc, on leur a dit, ben, il y a les deux, il y a 70 et il y a 70. Alors, au Congo, on utilise 70, puisque c'est une ancienne colonie belge. Et on leur a dit, mais c'est pareil, c'est la même chose. Ben, pas tout à fait, parce qu'au Congo, 70, ça marche très très bien. À Paris, ça ne marche plus du tout. Et donc, quand il a été amené à séjourner à Paris, ben, son 70 lui a posé des problèmes. Et donc, 70 était préféré. Donc, ce n'est pas la même chose. Et alors, dans ce cas-là, ce sont à peu près des synonymes, mais il faut se méfier aussi de cette idée de synonymie. Ah ben, c'est pareil, comment est-ce qu'on dit telle chose chez vous? Ben non, cabane à sucre, ça n'existe pas en France, donc il n'y a rien qui équivaut à cabane à sucre en France. Donc, les mots qu'on utilise ici et ailleurs ne sont pas nécessairement tout à fait, en tout cas, synonymes, et ne sont pas interchangeables. Ils dépendent profondément de la situation de communication dans laquelle on est. Donc, il me semble que ça, c'est les deux grands principes à ne pas perdre de vue quand on se lance dans la variation d'une manière ou d'une autre. Le but, c'est d'être adapté à la situation de communication dans laquelle on est. Et donc, si on discute avec un francophone de Belgique, ben, ça peut être intéressant de s'adapter ou au moins de comprendre ce que lui va nous raconter. Mais parler belge pour le plaisir, en toutes circonstances, ça n'a pas vraiment de sens. Le belge étant une langue qui n'existe pas, puisque nous parlons français comme vous le savez. Mais donc, cette idée d'adaptation à la situation de communication me semble vraiment très importante pour ne pas tout mélanger. Alors, la dernière chose qui me semble essentielle, et ça va revenir dans ce que je vais vous montrer juste après, c'est l'idée que ça peut être intéressant d'intégrer cette réflexion sur la variation dans un ensemble plus large. C'est-à-dire, vous pouvez évidemment faire une leçon spécifique sur la variation où vous parlez de ça. Vous pouvez aussi, et en plus, enfin, ce n'est pas incompatible, disséminer de la variation un petit peu dans toutes les leçons que vous préparez. Vous pouvez associer cette idée de variation à d'autres choses. Et vous pouvez en tout cas combiner l'approche de la variation avec d'autres compétences. Donc, ça peut être intéressant d'employer une méthode de type sandwich. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça au Royaume-Uni, avec le plat, avec le lunch, oui, avec la méthode, je ne sais pas. Mais je ne sais pas si vous l'appelez comme ça. Mais donc, l'idée, c'est une phase d'exposition d'abord, une phase de bain, d'une certaine façon, et puis on traite le sujet, et puis on applique. Donc, vous pouvez avoir des compétences qui sont des compétences de type compréhension à la lecture ou compréhension à l'audition au début, et puis une vraie introduction sur ce que c'est que la variation au milieu, si vous voulez, et puis des compétences de production, écrite ou orale, à la fin. Et cette sensibilisation au début et cette production à la fin, ça peut être sur des sujets assez différents que la variation en elle-même. Ça peut être sur des habitudes de vie, ça peut être sur des coutumes, ça peut être sur des cultures. Et le fait d'aborder d'autres choses et de se rendre compte que quand on parle de la vie quotidienne, quand on parle du monde, ben on le fait différemment en Belgique, au Québec ou au Sénégal, ça peut être éclairant aussi, sans avoir nécessairement besoin de consacrer une heure de cours à la variation du français, c'est quoi. Donc, ça ouvre d'autres formes de perspectives, si vous voulez. Ce qui manquait pour faire ça, c'est un outil de description générale du lexique qui intègre toutes les variétés. Le dictionnaire des francophones est là pour combler ce manque. Ce qui ne fait pas encore tout à fait, à mon grand regret, c'est de donner une description objective et objectivée du lexique commun. Donc, je vous ai dit, l'indication monde francophone est un tout petit peu trompeuse. Soyez prudents avec ça. Mais donc, ce qu'on n'a pas encore tout à fait, c'est un vrai relevé des mots qui sont communs à tous les francophones du monde, qui sont vraiment communs à tous les francophones du monde. Ça, on n'a pas encore vraiment. Peut-être qu'on aura un jour, je le souhaite à titre personnel. Je vous renvoie aussi en passant, parce que c'est l'occasion,
un dictionnaire québécois qui s'appelle Usito. Je ne sais pas si vous connaissez Usito. Ça a longtemps été payant, aujourd'hui c'est gratuit, donc complètement libre et accessible sur Internet. Et ce dictionnaire Usito, c'est le dictionnaire du français du Québec. C'est un dictionnaire professionnel qui est conçu par des Québécois pour des Québécois. Donc c'est une autre perspective complètement que le dictionnaire des francophones. Mais ça a un intérêt si vous voulez vous familiariser à cette variante-là en particulier, parce que c'est le seul, avec la France, pays francophone qui a son propre dictionnaire. Donc la France a le Robert et le Larousse, qui ont une visée un peu universaliste avec l'intégration de régionalisme, mais c'est quand même très centré sur l'Hexagone. L'autre communauté francophone qui a un vrai dictionnaire de sa variété, c'est le Québec et c'est Usito. Donc, si vous voulez aller voir, ça vaut la peine, ce n'est pas inintéressant et c'est tout à fait gratuit. Et il m'a semblé que dans un contexte anglophone, la variété du Québec peut être particulièrement intéressante pour vous, évidemment, puisque c'est là que le contact avec l'anglais est le plus fort. Alors, je vois des questions. Il y a des questions? J'ai posé les questions au fil de l'eau, Marie. Oui. Il y en a peut-être une qui reste en suspens. C'était une question de Colline qui se posait la question de la position de l'Académie française vis-à-vis du dictionnaire des francophones. Est-ce qu'ils ont... Alors, à ma connaissance, pas vraiment, ou pas de façon complètement explicite. Je ne pense pas qu'il y ait une réaction claire de l'Académie. Ce que je peux vous dire, c'est que ça entre dans... Donc, la création du dictionnaire des francophones à l'initiative de la présidence Macron entre dans un projet plus large de valorisation de la langue française. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du musée de Villers-Cotterêts, musée sur la langue française qui doit ouvrir prochainement et auquel l'Académie est évidemment associée. Mais donc, les deux, le dictionnaire de l'Académie et le dictionnaire des francophones, vont s'y retrouver associés. Donc, l'Académie est au courant, l'Académie participe. Mais donc, je ne pense pas qu'il y ait de position claire sur l'outil. Par contre, on peut envisager à terme, et je ne sais pas si ça se fera ou pas, mais d'intégrer le dictionnaire de l'Académie parmi les ressources mises en commun dans le dictionnaire des francophones. Donc ça, c'est une possibilité. Que l'Académie partage ses données, en fait. Mais donc, je ne pense pas que l'Académie ait officiellement réagi à la création du dictionnaire. Et ce sont deux dictionnaires, le dictionnaire de l'Académie et le dictionnaire des francophones, qui ont des visées radicalement différentes, puisque le dictionnaire de l'Académie est complètement prescriptif. Le but du dictionnaire de l'Académie, c'est de vous aider à bien parler français. Le but du dictionnaire des francophones, c'est de vous expliquer comment les francophones parlent dans le monde. Et ça peut être assez différent. Alors, je vous donne des exemples de comment on peut faire ça, qui vous seront, j'espère, utiles et qui ne sont pas nécessairement étiquetés par niveau. Le premier ici, mais pas les suivants. Donc, en fonction du niveau de vos apprenants, à vous de voir comment on peut, jusqu'où aller et ce qu'on peut leur demander de faire en fonction de leur niveau, mais aussi des apprenants que vous connaissez, enfin, de ce qu'ils sont capables de faire, parce que parfois le niveau et leur capacité réelle, ils font plus que ce qu'on attend d'eux, ou moins parfois. Mais donc, à vous de voir un peu comment adapter à vos apprenants, à vous. Donc, le premier exemple, c'est un parcours pédagogique qui a été développé pour le dictionnaire des francophones par le CAVILAM. Il y a 6 parcours étiquetés par niveau, ceux-là. Je vous ai pris les 2 plus intéressants, c'est le premier et le dernier. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est un relevé donc onomasiologique à partir d'une ressource sémasiologique, c'est-à-dire le dictionnaire des francophones, c'est un dictionnaire classique, c'est-à-dire sémasiologique, c'est-à-dire qu'on part des mots pour aller vers le sens. On a une liste de mots dont on donne le sens. Ce qu'on voudrait pouvoir faire parfois, c'est le contraire, c'est-à-dire avoir un concept et savoir quels sont tous les mots utilisés dans la francophonie pour désigner ce concept. Quels sont les noms de gâteaux dans la francophonie, par exemple. Alors ça, c'est aussi une fonctionnalité qui est en train d'être développée, c'est l'extraction de listes. Donc, à terme, vous pourrez isoler tous les noms de gâteaux ou tous les termes d'astrologie ou ce que vous voulez.
Mais donc, l'intérêt principal, je trouve, de ces parcours pédagogiques du Kavilam, c'est qu'ils ont fait une partie de l'exercice, c'est-à-dire qu'ils sont allés rechercher des unités qu'on peut lier entre elles. Vous avez les façons de se saluer dans la première version. Dans les autres niveaux, c'est la même idée. Vous avez tout ce qui désigne l'air, vous avez d'autres thèmes du même genre. Donc, une série de mots qui ont un rapport. Alors, sauf la dernière, où le principe, c'est précisément qu'il n'y a pas de rapport. Et donc, c'est une réflexion sur l'expression « aller du coq à l'âne », c'est-à-dire dire des choses sans rapport. Et donc, on vous a fait une petite sélection là d'expressions, essentiellement, qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres. Et donc, ça permet de faire réfléchir les apprenants sur le fait qu'il n'y a effectivement pas de rapport. Alors, ces séquences vous invitent à sélectionner ces mots-là, à faire travailler vos apprenants par groupe, à leur demander d'aller chercher dans le dictionnaire la définition de ces mots ou la localisation des expressions. Donc, à se familiariser essentiellement avec le fonctionnement du dictionnaire. Donc, pour ceux d'entre vous qui m'ont répondu tout à l'heure que ce qui les intéresse, c'est comment fonctionne un dictionnaire, ça peut être tout à fait utile. Donc, c'est aussi complètement gratuit et complètement accessible. Si vous reprenez le lien, et je peux partager la présentation, il n'y a aucun problème pour que vous puissiez aller cliquer sur le lien. Si vous cliquez sur le lien, vous avez les 6 parcours. Je vais le mettre dans la conversation. Voilà. Vous avez les 6 parcours avec un petit QR code à scanner qui vous donne accès à des vidéos. Donc, vous avez plein d'activités qui sont conçues pour une séance d'1 heure, avec une marche à suivre extrêmement claire. Donc, ça, c'est du prêt-à-manger, si j'ose dire. Ça, c'est directement utilisable. Alors, vous pouvez aussi, évidemment, à partir de là, faire une autre sélection de mots. Donc, reprendre la structure des 6 parcours avec d'autres sélections que vous faites vous-même. Donc, si vous trouvez des choses qui vous intéressent, allez chercher et sur une thématique quelconque, avec des mots de la francophonie, refaites la petite boîte à mots. Et à partir de là, vous pouvez réexploiter les parcours qui existent avec d'autres sélections de votre choix. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple. C'est un exemple qui a été publié dans un article scientifique d'une Italienne qui s'appelle Chiara Molinari et qui donne des cours de français langue étrangère en Italie. Et donc, ce qu'elle propose dans l'article qui était aussi accessible en ligne et dont je peux aussi vous envoyer le lien, c'est un parcours linguistique et culturel à travers l'utilisation, ça date de 2009, donc ce n'est pas le dictionnaire des francophones, mais à travers l'utilisation de la base de données lexicographiques pan-francophones qui existe encore, la BDLP, qui est intégrée au dictionnaire des francophones, donc elle est dedans, et elle existe encore sur son site web dédié. Mais donc, ce qu'elle faisait, Chiara Molinari, c'est aller chercher avec ses étudiants dans la BDLP, dans la base de données lexicographiques pan-francophones. Vous pouvez faire exactement la même chose avec le DDF. Son focus, c'était les contacts interlinguistiques. Donc, elle a abordé la question de la variation via les contacts de langue. Le contact du français avec des langues autochtones, avec l'anglais, avec l'espagnol, avec... Donc, c'est un focus particulier. Elle commence par contextualiser cette idée de contact interlinguistique à l'échelle francophone. Donc, c'est l'exposition dont je vous parlais tout à l'heure, la première phase de la méthode sandwich, c'est de sensibiliser les apprenants à ce que c'est que des contacts interlinguistiques et à comment ça se passe à l'échelle francophone. Et puis, ce qu'elle a fait, c'est de sélectionner un champ lexical particulier. C'est un peu le même principe que dans l'exemple précédent. Donc, on prend un champ lexical, l'habitation dans son cas, et elle a choisi un champ lexical qui allie la langue et la culture, qui allie le linguistique et les habitudes de vie. C'est ça qui l'intéressait. Et donc, elle sélectionne, et donc, dans l'article de Chiara Molinari, vous avez la liste, vous pouvez vous contenter de refaire ce qu'elle a fait, en fait, puisque c'est assez clairement expliqué. Elle a sélectionné un certain nombre de termes qui renvoyaient à des formes d'habitation. Donc, il y a la hutte en République centrafricaine, la cabane à sucre au Québec. Alors, c'est plutôt un restaurant qu'une habitation, mais on est dans les habitudes de vie.
la Grande Case en Nouvelle-Calédonie, le Borga à Mayotte, par exemple. Et ce qu'elle a fait, c'est fournir aux apprenants des contextes, des phrases dans lesquelles ces mots-là sont utilisés pour les remettre dans leur contexte d'emploi. Et pour créer ces textes, elle s'est inspirée de Civilisation progressive de la francophonie chez Clé internationale, qui est toujours édité, qui existe dans tous les niveaux possibles et qui vous donne ce type de texte dans lesquels des mots de ce genre-là sont contextualisés. Et vous avez TV5 Monde, évidemment, qui potentiellement fournit des utilisations de ces termes-là. Toutes les vidéos possibles sur Internet, maintenant qu'on a accès à une masse d'informations totale. Donc, trouver des contextes authentiques dans lesquels ces mots sont utilisés, c'est tout à fait possible à l'heure actuelle. Et puis, à partir de là, on peut donc, ce que Chiara Molinari n'a pas fait, mais ce que je vous propose de faire, aller chercher ces mots-là dans le DDF et s'apercevoir que j'ai pris Ville Nouvelle, mais allez voir, je peux vous montrer juste après Médina et Cabane, si vous voulez, et s'apercevoir que Ville Nouvelle, dans Monde francophone, donc la version Wiktionnaire qui est valide en tout cas pour la France et sans doute aussi pour une partie de l'Europe, c'est une ville qui est créée de rien sur un emplacement où il n'y a encore personne. C'est la création d'une nouvelle ville, comme son nom l'indique. Alors qu'au Maroc, c'est une nouvelle ville aussi, mais c'est une nouvelle ville européenne qui a été créée par les colons européens, par opposition à la Médina, qui est la vieille ville musulmane dans ce cas-là. Mais si on regarde, je peux faire ça peut-être. Est-ce que ça marche? Oui. Si je fais ça, normalement, ça se surimprime sur le précédent. Et j'aimerais bien vous trouver. Où est-ce qu'il est? Non, c'est pas celui-là. Top. Où est-ce qu'il est passé? Où il est Médina? Sinon, je recherche Médina. Mais... Hop, voilà Médina. Donc, au Maroc, Ville Nouvelle s'oppose à Médina, ville créée par les Européens par opposition à ville déjà existante avant leur arrivée. Ville déjà existante, musulmane, donc partie musulmane de la ville, c'est la Médina. Mais au Sénégal, où à l'époque coloniale, on n'était pas particulièrement musulman, la Médina, ce n'est pas la partie musulmane de la ville, c'est la partie indigène de la ville. C'est la partie qui existait avant les Européens. Et c'est un point commun entre le Sénégal et le Maroc, évidemment. On appelle Médina la ville qui existait avant. Et puis, il y a la ville nouvelle ou la ville européenne qui prend la place ou qui vient s'ajouter. Donc, vous avez des définitions de Médina réparties dans des contextes différents, utilisés dans des pays différents avec des sens légèrement différents. Et donc, si on reste au Sénégal, c'est un quartier particulier de Dakar. Et si vous regardez Monde francophone, vous avez vieille ville dans des villes du monde arabe ou africain, donc subsaharien. Donc, du point de vue des Européens, c'est une vieille ville. Du point de vue des Marocains, c'est la ville musulmane. Du point de vue des Sénégalais, c'est la ville qui existait avant que les Européens n'arrivent. Et donc, on est déjà dans des perspectives un tout petit peu différentes avec le même mot. Donc, le fait de chercher met en lumière des réalités aussi différentes et des approches différentes des mêmes réalités. Et alors, vous avez l'exemple de cabane. Une cabane en Suisse, c'est pas tout à fait la même chose qu'une cabane ailleurs. Ce qui est intéressant dans cabane, c'est que vous avez aussi, donc première personne du singulier de l'indicatif présent de cabané, puisque tout est répertorié dans le dictionnaire des francophones comme dans le Wiktionnaire. C'est-à-dire que vous avez aussi les formes verbales. Donc, je cabane, tu cabanes, il cabane. Donc, sous cabane, ben, vous avez aussi celle-là comme option. Et puis, si vous allez voir dans la suite, vous avez une cabane au Québec qui est plutôt amovible,
donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Ici, et on y reviendra après, maison longue amérindienne, on peut supposer que ça, c'est plutôt un usage québécois et pas un usage francophone, qui a été mal étiqueté par le dictionnaire et qu'il serait intéressant de réétiqueter cet ici qu'on vous attend. Mais donc, vous pouvez tout à fait, si j'arrête ce partage-là, normalement, on retombe sur le... Non, ça arrête tout. Je repartage alors, c'est pas grave. Vous pouvez tout à fait, avec vos apprenants, aller chercher ce type de mots-là et voir comment on les utilise dans quel contexte, faire des liens. Si on est dans un champ lexical en particulier, ben, c'est assez facile de faire des liens entre Ville-Nouvelle et Médina, par exemple, ou entre Cabane et Hutte, pour voir qu'en fait, c'est pas... on pourrait croire que c'est la même chose, mais pas du tout. Ou de vous apercevoir que la grande case à Mayotte, ben, ça a un sens tout à fait politique, en fait, c'est là que se prennent les décisions. Donc, que les habitations ben, n'ont pas nécessairement la même connotation partout, avec l'idée au terme de ce petit parcours de retourner au texte, c'est le sandwich dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ce que fait Chiara Molinari à terme, après la recherche, c'est de retourner dans des textes. C'est de retourner dans des usages, et ce qu'elle a pris en l'occurrence comme usage, là, ce sont des œuvres littéraires, des poèmes, on parlait de ça tout à l'heure aussi. Donc, on a un texte de présentation générale, type civilisationnel, sur ce que c'est que telle la grande case à Mayotte, et puis on a une recherche dans le dictionnaire pour préciser le sens, pour être sûr qu'on a bien compris, pour faire des parallèles entre les usages dans les différentes régions francophones, et puis on a un texte littéraire, ou un poème, une pièce de théâtre, peu importe, qui utilise un ou plusieurs de ces mots-là. Sans doute que pour Médina, Ville-Nouvelle, ça peut être intéressant de prendre de la littérature marocaine, par exemple. Et à partir de la recherche qu'on vient de faire, on interprète le texte d'une autre manière et on peut faire de l'analyse de texte alors. Donc, ce petit détour par la francophonie peut en fait permettre de mieux comprendre des littératures du monde, par exemple. Et la finalité, c'est de comprendre le texte littéraire avec un petit détour par la francophonie avant. Alors, dans un cadre comme celui-là, je peux attirer votre attention sur l'influence de l'anglais dans les variantes du français dans le monde. Au Québec notamment, on en a déjà parlé, et au Cameroun. Donc, vous avez le cam-franglais, qui est un espèce de mélange qui peut avoir un intérêt dans une perspective de contact interlinguistique pour vous aussi dans ce cadre-là. J'avance, mais s'il y a des questions entre-temps, n'hésitez pas. Alors, le troisième, c'est un petit essai que j'avais proposé dans le même type de méthode, c'est-à-dire le but là, c'est de comprendre comment ça marche, avec un focus dans ce cadre-là sur les séquences figées, c'est une occasion de parler des séquences figées. Pour comprendre comment ça marche, on va fonctionner en 3 étapes. L'idée, c'était de constituer un corpus de documents authentiques ou de notices du dictionnaire. Donc ça dépend si vous êtes dans une perspective « je veux comprendre comment un dictionnaire fonctionne », alors vous pouvez vous faire un petit corpus de notices ou faire aux apprenants un petit corpus de notices. Ou bien vous êtes dans une perspective « je veux comprendre un document et je me sers du dictionnaire comme un outil et pas comme un objet d'étude, comme une source d'information plutôt que comme l'objet d'étude en lui-même ». Et là, vous pouvez constituer un petit corpus de documents authentiques. De nouveau, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des articles de presse, ça peut être vraiment tout ce que vous voulez. Et à partir de ce petit corpus de documents authentiques ou de notices du DDF, l'idée, c'est de focaliser sur les expressions, les séquences figées. Si vous travaillez avec des documents authentiques, ça va partir un peu dans tous les sens. Si vous travaillez avec le dictionnaire des francophones, donc des documents authentiques, vous pouvez chercher tous les documents contenant telle expression sur Internet et vous constituez votre corpus sur cette base, ou bien vous prenez des articles de presse publiés dans plein de journaux à telle date et vous regardez ce qu'il y a comme séquence figée dedans. Si vous choisissez un stock de séquences définies, ce que j'ai fait ici, c'est prendre, et ce que je propose dans l'article que je peux aussi vous envoyer, c'est prendre. Donc, toutes les séquences figées avec prendre, et il y en a plein.
Donc, vous avez toute une liste. Donc, si vous allez dans prendre dans le DDF, vous avez toute une liste de séquences figées à prendre. Idem pour faire, par exemple. Là, c'est un extrait de faire Faro en Côte d'Ivoire. Mais donc, vous avez à la fin de l'article prendre toute une liste de liens cliquables qui vous donnent d'autres séquences figées avec prendre. Vous avez dans la barre de recherche, on vous propose des choses déjà. Donc, si vous tapez faire, on va vous proposer d'autres séquences figées dans lesquelles il y a faire, que vous pouvez consulter aussi. Donc, à partir de ce type de listing, en allant voir les différentes notices, vous pouvez regarder où ça s'utilise. Il y en a beaucoup qui sont mondes francophones, mais il y en a quelques-unes qui sont tout à fait locales. Et vous pouvez les rassembler, ou en rassembler quelques-unes en tout cas, regarder ce qui est équivalent. Éventuellement, on avait à aller se faire voir chez les Grecs, il y en a plein d'autres du même genre, plus ou moins polis, qui renvoient à la même idée, c'est-à-dire va au diable. Donc, quelles sont les expressions équivalentes? Comment on dit en fait la même chose de plein de manières différentes, y compris en français européen? Quel serait le sens de ces expressions et quel est le sens des expressions dans les documents que vous avez utilisés au début, évidemment? Est-ce qu'il y a des similarités ou des différences entre des variantes du même ou des équivalents du même dans des zones différentes? Et quelle est la distribution de ces expressions? Est-ce qu'il y a des expressions avec prendre qui sont utilisées que dans certains endroits et pas dans d'autres endroits? Il y a beaucoup d'expressions qui sont assez généralistes, mais donc il y a quelques locales, et c'est intéressant dans les expressions locales d'essayer de comprendre pourquoi elles sont locales. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle on utilise telle expression à tel endroit? Et ça peut être aussi l'influence d'une langue étrangère, évidemment, dont on parlait tout à l'heure. Je peux peut-être vous montrer, si je retrouve ça facilement. Donc, dans ce que j'avais sélectionné, ça c'était Medina. Donc, vous allez prendre et vous avez la liste d'un certain nombre d'expressions à On ne voit plus prendre. rien, là, Marie. On a partagé. Non. Zut alors, me revoilà alors. Hop, il faut que je repartage. Voilà. Donc, vous avez prendre avec un certain nombre de définitions, puisque c'est un verbe qui est beaucoup utilisé avec des sens différents. Vous avez un certain nombre d'expressions avec prendre. Si je prends celle-là, prendre la ligne 11, c'est utilisé au Congo pour dire faire le trajet à pied. Donc, vous avez un certain... Et ça ne fonctionne apparemment qu'au Congo, dans ce sens-là. Donc, il va aller se faire voir chez les Grecs tout à l'heure. Oui, voilà, l'expression marseillaise avec d'autres, des alternatives du même genre. Donc, va au diable, et vous en avez dans les premières, là, vous en avez certaines autres plus ou moins polies qui renvoient à la même idée, c'est-à-dire si il s'agit de se débarrasser de quelqu'un. Donc, là, il y a une forme de désapprobation, mais dans les autres, c'est la même idée, c'est plutôt va au diable. Faire, pareil, et vous avez donc un certain nombre d'expressions avec faire, ce qui peut permettre d'agrandir beaucoup le lexique de vos apprenants, y compris dans des expressions utilisées en France. Donc, comme base pour une étude des séquences figées de manière générale, qu'elles soient francophones, enfin spécifiques à des régions francophones, ou bien hexagonales, ou bien utilisées plus largement dans tout le monde francophone, c'est une bonne base parce que, contrairement à la majorité des autres dictionnaires classiques, dictionnaires mis à part toujours, les séquences figées sont en entrée. Donc, les lexèmes définis, ça peut être des séquences figées complètes. Donc, typiquement, si vous avez posé à lapin dans un dictionnaire classique, vous devez aller à poser ou à lapin. Ici, vous avez une entrée posée à lapin qui est intégrée dedans comme n'importe quel autre lexème. Et mon dernier exemple, c'est un exemple centré sur la contribution active qui est tout à fait accessible, y compris à des apprenants non francophones.
La seule chose à laquelle on tient un peu dans ce cadre-là, c'est qu'elle soit documentée, donc il ne faut pas écrire n'importe quoi, mais pourquoi pas? C'est clairement ouvert à tout le monde. Là, le focus serait plutôt sur la langue comme un objet dynamique, en évolution et en mouvement. On est plutôt dans une perspective un peu sociolinguistique, avec un ancrage sur ce que c'est un dictionnaire et comment ça marche. Et donc, la même idée du sandwich, on commence par contextualiser, et ça peut être au travers d'une mini-élocution, d'une mini-présentation, les apprenants écoutent et notent, ou bien au travers de la lecture d'un texte. Dans l'article, en l'occurrence, c'est plutôt focalisé sur le français langue maternelle, mais ça marche très, très bien en FLE aussi. Et dans le cadre de la perspective français langue maternelle qui était développée là, il y a une idée d'enquête linguistique, et je l'ai gardée pour le FLE parce que il me semble que ça peut être intéressant. Si autour de vous, il y a des francophones, même dans un pays non francophone, même si ce n'est pas la dominante autour de vous, mais d'amener vos apprenants à rencontrer les communautés francophones locales via l'Institut français, via d'autres organismes, et éventuellement de les interroger sur leur pratique. Comment dites-vous ça? Quel mot utilisez-vous dans telle circonstance? Donc, faire aux apprenants une petite enquête linguistique rapide comme prétexte pour rencontrer les communautés locales et pouvoir discuter avec des francophones natifs de leurs usages, ça me paraît être une idée tout à fait transposable au français langue étrangère. Ça marche très bien en français langue maternelle, évidemment, mais c'est tout à fait gérable en FLE, il me semble, à condition que la communauté francophone, dans votre cas, soit un peu développée. Mais a priori, ça peut tout à fait être le cas. Il y a encore l'idée de constitution d'un corpus, là, mais qui peut être d'unité simple ou de séquence figée au choix. Plutôt corpus littéraire ou presse ou site web, donc avoir des attestations, c'est ça l'idée. Et à partir des attestations, à partir du corpus qu'on a, vérifier des choses, regarder ce que le dictionnaire en dit. Est-ce que le sens qui a l'air d'être exprimé dans le texte est dans le DDF ou pas? Est-ce que c'est un texte, je ne sais pas, canadien? Est-ce que le caractère canadien, canadien francophone de ce terme est répertorié dans le DDF ou pas? Et si la réponse, comment est-ce étiqueté? Bon. Et si la réponse est non, ben vous pouvez tout à fait ajouter l'info. Donc, s'il vous semble qu'à partir de la recherche dans un corpus, vous avez trouvé des choses qui ne sont pas dans le dictionnaire, ajoutez-les. Et vous allez pouvoir le faire via le formulaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont voici un extrait. Et en préparant cette petite intervention pour vous, je suis tombée sur prendre un va te laver, qui est donc dans la même idée de va te faire voir, et qui est étiqueté, donc ça vient du dictionnaire, et ce que vous ne voyez plus là, mais ça vient du dictionnaire. Et c'est étiqueté monde francophone, alors que clairement, il y a une marque dans le DDF, dans le dictionnaire, qui n'a pas été reprise dans le balisage. Je vous dis, c'est du balisage de données, hein, donc c'est automatisé en partie. Et le problème de l'automatisation, c'est qu'on passe à côté de choses. Et donc là, on est passé à côté de ça, visiblement. Je vais donc signaler au chef de projet qu'on est passé à côté de ça. Mais en attendant, on est passé à côté de l'indication ancien ou régional utilisée en Nouvelle-Calédonie. Donc, ça vaut vraiment la peine d'ajouter un lieu d'usage ici, par exemple. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter un lieu et de dire et d'étiqueter Nouvelle-Calédonie. Et puis, on peut ajouter une marque d'usage et donc on va pouvoir étiqueter ancien, on va pouvoir étiqueter régional dans ce cas-là. Et donc, l'idée, c'est que cette notice qui est complète, parce que vous avez quand même la mention Nouvelle-Calédonie, correcte a priori, mais mal étiquetée au-dessus, puisque monde francophone, c'est un peu... ça entraîne une confusion, c'est un peu trompeur. Vous allez pouvoir, avec vos apprenants, dans le cadre d'une démarche de classe, corriger. Et donc, il me semble que leur permettre de participer directement à la description de la langue, c'est favoriser le développement d'une certaine forme de conscience métalinguistique. C'est quoi une langue? Comment ça fonctionne une langue? Ça varie une langue, et ma langue aussi, l'anglais varie de la même façon. C'est les sensibiliser à la variation dans tout ce qu'elle a de plus social,
et dans éventuellement les risques d'échec de la communication qu'elle entraîne. Quand à Québec, j'ai demandé où était la rue Saint-Joseph et qu'on m'a dit « tu prends Dorchester et éventuellement tu trouveras Saint-Joseph », je me suis dit « pourquoi éventuellement ?» J'ai compris peut-être, évidemment, hein. Éventuellement, dans mon usage à moi, c'est peut-être. Et donc, pourquoi peut-être? Est-ce que le monsieur qui m'a répondu n'était pas sûr de lui? Ou est-ce que la rue Saint-Joseph a bougé entre-temps? Ou pourquoi peut-être? Sauf que dans son usage à lui, éventuellement, c'est à la fin, eventually. À la fin de la rue Dorchester, tu trouveras Saint-Joseph, assurément, évidemment, ce n'était pas peut-être. Elle sera là. Mais à un moment donné, tu vas la trouver, tu vas tomber dessus. Éventuellement, tu vas tomber dessus. À la fin. Bon. Donc, il y a des risques de malentendus réels, y compris des francophones entre eux. Donc, ça peut être l'occasion de les sensibiliser à ça. Et il me semble que ça peut être très motivant de participer à un projet de ce type-là. Et que ça permet aussi d'ancrer leur apprentissage dans quelque chose, dans une vraie pratique authentique qui est la rédaction d'un dictionnaire, auquel ils peuvent donc pleinement collaborer en corrigeant et en améliorant les informations qui s'y trouvent à partir d'une recherche personnelle. Donc, peut-être avec des apprenants d'un niveau un petit peu plus avancé, je pense que c'était à peu près crescendo ma présentation dans les niveaux auxquels ça s'adresse. Mais donc, je pense que c'est tout à fait possible, y compris avec des non-francophones, d'être dans une démarche de recherche de ce type-là, de consultation des sources. Tiens, un texte qui vient de tel endroit, il y a tel mot, on va aller vérifier si c'est dedans et si c'est dedans correctement ou pas, et corriger s'il y a lieu. J'arrive à la fin du parcours, à peu près dans les temps, je crois, j'espère. Donc, je vous ai présenté la ressource. Je vous ai donné 4 pistes à améliorer, à modeler, à modifier au gré de vos besoins à vous, dans vos contextes à vous. J'espère que ça ouvre des horizons, que ça vous donne des idées. Et si vous en avez d'autres, je serai contente de les connaître. Et si vous avez des questions, des remarques et des suggestions de tout type, je suis tout à fait disponible. Merci beaucoup, Marie. On a répondu à toutes les questions dans le chat, mais si vous en avez, n'hésitez pas à prendre la parole, hein, avec le micro, avec grand plaisir. Donc, la présentation est enregistrée, elle sera envoyée pour ceux qui ne sont pas arrivés au début. On fera également suivre les différents liens. Et la présentation en PowerPoint, ça ira, Marie? Oui, oui, je vous envoie tout ça. Parfait, merci beaucoup. Et les liens vers les articles. Très bien. Margot avait une question. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette très belle présentation et vraiment c'est un outil qui a l'air tout à fait formidable. Donc je voulais savoir en fait cette histoire de régionalisme. Donc pendant que vous faisiez cette présentation, je m'amusais un petit peu avec le dictionnaire et je cherchais donc par exemple des termes que mon arrière-grand-mère utilisait. Donc je voyais ici régionalisme et donc avec où ça vient en France, etc. Très bien. Mais je me demandais si est-ce que ces régionalismes s'applique à d'autres pays francophones. Donc, est-ce que j'aurais une idée des régions par exemple, en Belgique, où est-ce qu'on parle, où est-ce qu'on va utiliser ce terme-ci, ou voilà. Alors, vous avez une indication des régions, donc, alors qui n'est pas... il faut que je réfléchisse parce que je crois que c'est aussi en cours d'évolution, mais je pense que pour le moment, vous avez Wallonie, ce qui est assez large parce qu'il y a au moins deux... il y a au moins 2 grands pans dans la Wallonie où on parle pas tout à fait, on n'utilise pas tout à fait les mêmes mots. Donc vous avez chic chewing-gum d'un côté et chic bonbon de l'autre, et c'est pas pareil. Donc là, le découpage pourrait parfois être plus fin, mais vous aviez Marseille tout à l'heure, oui. Que vous avez vu passer rapidement. Donc il y a des indications. En fait, c'est spécifié par ville. Donc ça peut être extrêmement précis. Et cette information est retrouvable en principe. Donc, vous pouvez avoir accès à la ville dans laquelle... Et si vous contribuez, donc si vous encodez le lexique de votre grand-mère ou de votre arrière-grand-mère, vous encodez la ville d'où vous parlez ou d'où elle parlait. Et donc, vous pouvez spécifier très, très, très clairement dans quelle région c'était. Et le but, évidemment,
et on espère ça très fort, c'est que si vous encodez quelque chose que votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère disait en spécifiant une région, et que je me rends compte qu'en fait, ma grand-mère disait la même chose, que je puisse aller dire, mais cet usage, il nous est commun. Et donc, mon rêve à moi, à terme, ce serait d'avoir une cartographie très, très, très précise. L'intégration de cartes est aussi prévue. D'avoir une cartographie très précise de tous ces usages non standards et non parisiens, disons, qui en fait sont communs à plein de gens, sans qu'on ne le sache. Et donc, si dans des régions assez éloignées, on se rend compte qu'il y a des usages communs, ben c'est une vraie plus-value de l'outil, en fait. Ok. Et je me demandais, alors, merci beaucoup, je me demandais donc par exemple si vraiment ce détail est beaucoup plus, s'applique davantage pour le français de France, ou est-ce que j'aurai le même niveau de détail en termes de régionalisme pour d'autres pays francophones? Alors, nécessairement moins. Donc, je ne sais plus si les données sont déjà dedans ou si elles vont arriver, mais le dictionnaire des régionalismes de France de Pierre Réseau est intégré. Donc, pour les régionalismes de France, c'est assez précis déjà. Et le niveau de détail est très bon en France. Il est un peu moins bon dans les autres régions pour deux raisons. Une qui est tout à fait, auquel il est tout à fait possible de répondre, qui est des choix d'affichage, mais ça, on peut changer les choix d'affichage. Donc, s'il y a une demande, on peut, et je pense qu'on peut afficher les villes. Donc, si vous cliquez dessus, vous avez quelque chose de plus précis. Et vous aurez à terme quelque chose de plus précis pour les contributions. Donc là, c'est un choix d'affichage, de vous afficher des régions, la ville ou la région. Et ça, je pense que vous pouvez, c'est une question de conception, et si ce n'est pas encore réglé, ça le sera. Et il y a une deuxième raison qui est un peu plus embêtante et auquel on ne peut rien faire, malheureusement, qui est la précision des sources de départ. Donc, à partir du moment où on intègre l'inventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire et que ce travail dit Sénégal, sans autre précision, je ne peux pas vous dire dans quelle région du Sénégal c'était, et plus personne ne peut. Donc, tout ce qu'il y a à espérer, c'est que quelqu'un au Sénégal, et c'est en cours, hein, c'est prévu, il y a un réseau de gens qui est en train de se mettre en place en Afrique, mais donc c'est que quelqu'un au Sénégal dise, ben, dans ma région à moi, c'est dans ma région à moi, en fait, qu'on utilise ce terme, et pas dans la région d'à côté. Mais donc ça viendra. Mais quand on dépend de sources qui sont elles-mêmes pas suffisamment précises, ben on fait ce qu'on a. Donc oui, mais seulement dans une certaine mesure. On a une question de Christopher Marie. Est-ce qu'on peut faire la démarche inverse, donc utiliser une région ou une ville et trouver les mots dans le dictionnaire des francophones qui apparaissent pour le moment, je ne crois pas, mais donc dans l'état actuel, je pense que non. Dans les développements suivants, à partir du moment où on peut extraire des listes, oui, et ce serait tout à fait souhaitable. Et donc, je pense que ça, c'est en cours de développement. Et je vais poser la question. Merci. Parce qu'effectivement, ce serait super intéressant. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Marie ? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous voilà, si par la suite ça évoque des choses. Tout à fait. Et elle n'y était pas encore, mais dans la présentation, je vous ajouterai mon adresse. Parfait, voilà, bah, je la fais suivre donc, également. Si vous voulez prendre contact d'une manière ou d'une autre, vous pouvez le faire. Donc, on fera suivre la présentation, les contacts et également le lien vers la vidéo pour une rediffusion si besoin. Voilà. Bah, merci beaucoup à toutes et tous. Très bonne fin de journée. Merci beaucoup, Marie, pour cette présentation très riche. Et en espérant que vous pourrez toutes et tous vous approprier le dictionnaire des francophones avec vos apprenants. Très bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.